Le Burkina Faso mise sur des routes faites de pneus usagés. Pendant que des milliards vont au béton et à l'asphalte, Ibrahim Traoré avance une alternative frugale qui promet plus de résistance sous pluie et chaleur. Qu'est-ce que cela change pour l'avenir? Et pourquoi Ibrahim Traoré insiste-t-il autant? D'abord un pari, puis une onde. Ce récit promet une chose précise: comprendre ce qui est réellement en jeu derrière une innovation qui paraît simple, presque évidente. L'enjeu est clair. Saisir comment une décision d'infrastructure peut modifier coûts, autonomie et trajectoire nationale. Ici, il ne s'agit pas seulement de routes, mais de choix stratégiques qui touchent l'économie, l'environnement et la souveraineté. L'initiative portée par Ibrahim Traoré s'inscrit dans un contexte où le Burkina Faso dépend depuis longtemps de modèles importés, coûteux et peu adaptés aux réalités climatiques locales. Ce projet soulève donc des questions concrètes. Que gagne un État quand il rompt avec les standards dominants? Que risque-t-il s'il échoue? Les bénéfices potentiels sont multiples. Réduction des dépenses publiques, mobilisation de ressources locales et renforcement de la résilience face aux saisons extrêmes. Mais les risques existent aussi ici, car toute alternative non conventionnelle attire critiques et scepticisme, notamment de la part d'acteurs établis. Comprendre ces tensions est essentiel pour mesurer la portée réelle de cette démarche. Ce qui se joue dépasse une solution technique. C'est un test de crédibilité, de vision et de capacité à transformer une contrainte en levier durable. En quelques mois seulement, une route expérimentale a résisté à une saison des pluies complètes, là où des axes classiques se dégradent souvent en quelques semaines. Cette durabilité, associée à une réduction de coûts proche de 40%, a suffi à transformer un pari marginal en sujet national. Le projet porté par Ibrahim Traoré n'est donc plus une hypothèse théorique, mais une expérience observée sur le terrain. Pour comprendre comment cette idée a émergé, il faut revenir aux contraintes structurelles du Burkina Faso. Le pays fait face à un double défi: un déficit chronique d'infrastructures routières et un climat marqué par des pluies intenses suivies de longues périodes de chaleur extrême. Les solutions traditionnelles, largement importées, s'avèrent coûteuses à construire et encore plus à entretenir. Dans de nombreuses zones rurales, les routes deviennent impraticables plusieurs mois par an, isolant population, marchés et services essentiels. C'est dans ce contexte que l'approche d'Ibrahim Traoré prend sens. En utilisant des pneus usagés, abondants et jusque-là considérés comme des déchets, le projet cherche à répondre simultanément à 3 problèmes: le coût, la durabilité et la gestion environnementale. Les pneus, par leur flexibilité et leur résistance, absorbent mieux les contraintes climatiques que des matériaux rigides comme le béton ou l'asphalte. Cette caractéristique technique explique en partie pourquoi la première route pilote a mieux tenu face aux intempéries. Mais le projet ne se limite pas à une innovation matérielle. Il s'inscrit aussi dans une logique de rupture avec des modèles d'infrastructures dominés par des entreprises étrangères. En mobilisant des ressources locales et une main-d'œuvre issue des communautés voisines, l'initiative redéfinit la chaîne de valeur, du financement à la construction. Ibrahim Traoré présente ainsi ces routes comme un outil d'autonomie, autant économique que politique. Cette combinaison de résultats mesurables et de symboliques fortes explique pourquoi une initiative perçue au départ comme marginale est devenue un point de bascule dans le débat sur l'avenir des infrastructures au Burkina Faso. Dans les zones rurales de l'est du Burkina Faso, les premières routes en pneus recyclés servent de fil conducteur pour comprendre l'impact immédiat du projet. Là-bas, un tronçon reliant plusieurs villages agricoles a changé le rythme quotidien. Avant, les pistes devenaient boueuses et impraticables dès les premières pluies, interrompant l'accès au marché pendant des semaines. Après la mise en service de cette route expérimentale, les déplacements ont repris même en pleine saison humide, réduisant les ruptures d'approvisionnement. Un second cas apparaît autour d'un centre de santé local. Les habitants racontent que le trajet, autrefois risqué et long, est devenu plus prévisible.
Les véhicules de transport sanitaire peuvent circuler sans attendre l'assèchement des sols, ce qui limite les retards de prise en charge. Ces effets si précoces ne relèvent pas d'une transformation spectaculaire, mais d'améliorations cumulatives qui modifient la perception de l'infrastructure au quotidien. Ces exemples illustrent pas sitôt aussi le rôle des acteurs locaux. Les routes ne sont pas seulement construites pour les communautés, elles le sont avec elles. La collecte des pneus, leur préparation et la pose mobilisent une main-d'œuvre issue des villages voisins. Cette participation crée une appropriation du projet et renforce la confiance dans la solution proposée. Les habitants ne voient plus l'infrastructure comme un objet imposé, mais comme un outil façonné par leurs propres efforts. Sur le plan symbolique, cette dynamique compte autant que la performance technique. Le projet devient un récit partagé, où la réussite d'un tronçon renforce l'adhésion au suivant. Ibrahim Traoré met en avant ses effets d'entraînement pour montrer que l'innovation n'est crédible que si elle améliore concrètement la vie des populations. Et au fond, voilà l'essentiel. Des routes modestes, des changements durables. Le déroulement du projet suit une séquence claire, marquée par 3 temps distincts. L'activation, le point culminant et les répercussions immédiates. Au départ, l'idée paraît marginale. Dans un contexte où les infrastructures routières reposent presque exclusivement sur des modèles importés, l'utilisation de pneus usagés est perçue comme une solution de dernier recours. Pourtant, cette phase initiale correspond à une décision volontaire. Tester rapidement, à petite échelle, une alternative capable de répondre aux contraintes locales. Ibrahim Traoré valide alors un premier tronçon expérimental, limité géographiquement mais stratégique par son exposition aux pluies. L'activation se fait sans annonce spectaculaire. Les équipes locales collectent les pneus, les préparent et les intègrent à la structure de la route. Cette simplicité opérationnelle constitue un premier signal fort. Le projet avance sans dépendre de chaînes d'approvisionnement complexes ni d'équipements lourds importés. Très vite, les premières semaines d'utilisation révèlent un contraste net avec les routes voisines. Là où les pistes classiques commencent à se fissurer ou à se gorger d'eau, le tronçon expérimental reste praticable. Ce décalage alimente l'attention des autorités locales et des médias nationaux. Le point culminant survient avec la saison des pluies. C'est le moment de vérité pour toute infrastructure au Burkina Faso. Les routes traditionnelles sont souvent coupées, parfois pendant plusieurs mois, isolant des régions entières. Dans ce cas précis, la route en pneus recyclés traverse la période critique sans dommages majeurs. Cette résistance constitue un tournant. Le projet cesse d'être perçu comme une expérimentation isolée et devient une preuve concrète. Ibrahim Traoré s'appuie sur ce résultat pour défendre publiquement l'approche, en soulignant le contraste entre les attentes initiales et la réalité observée. À partir de là, les répercussions s'enchaînent. D'autres régions demandent à reproduire le modèle, d'abord de manière prudente, puis plus structurée. Les coûts inférieurs par rapport aux méthodes classiques permettent de lancer plusieurs chantiers, là où un seul aurait été possible auparavant. Cette phase révèle aussi des tensions. Des entreprises de construction établies expriment leurs doutes sur la durabilité à long terme du matériau. Des experts internationaux rappellent les standards techniques habituels et mettent en garde contre une généralisation trop rapide. Face à ces critiques, la réponse repose sur les faits accumulés. Chaque nouveau tronçon construit devient un élément supplémentaire du dossier. Les autorités locales documentent l'état des routes après plusieurs mois d'utilisation, comparant leur évolution à celle des axes traditionnels voisins. Cette accumulation progressive de résultats remplace le discours idéologique par une logique d'observation. Ibrahim Traoré insiste sur cette approche graduelle, arguant que la crédibilité ne se décrète pas, mais se construit. La phase de répercussion ne se limite pas aux infrastructures. Elle touche aussi l'organisation du travail et la perception de la valeur locale. La mobilisation de main-d'œuvre issue des communautés rurales crée un effet d'entraînement économique. Les revenus générés restent sur place, renforçant l'adhésion au projet. En quelques étapes, une initiative considérée comme atypique
s'inscrit dans une dynamique plus large où chaque succès renforce la légitimité du suivant. Le premier indicateur sert de point de référence. Le coût de construction des routes traditionnelles, élevé et fortement dépendant de matériaux importés. Avec la méthode classique, chaque kilomètre mobilise des financements importants, souvent difficiles à soutenir pour un pays aux ressources limitées. Le projet introduit par Ibrahim Traoré modifie cette base. En intégrant des pneus usagés, disponibles localement, le coût global baisse d'environ 40%. Cette réduction signifie qu'avec un même budget public, davantage de kilomètres peuvent être construits. Le deuxième indicateur concerne la durabilité face au climat. Dans le modèle conventionnel, les routes se dégradent rapidement sous l'effet combiné des pluies intenses et de la chaleur. Les fissures apparaissent, l'eau s'infiltre, puis l'entretien devient constant et coûteux. Les routes en pneus recyclés montrent une évolution différente. Leur flexibilité absorbe mieux les variations de température et la pression de l'eau. Résultat, après une saison des pluies complètes, les dommages observés restent limités. Cette résistance accrue réduit la fréquence des réparations nécessaires. Un troisième indicateur porte sur les coûts d'entretien. Les données disponibles indiquent une baisse d'environ 30% par rapport aux routes traditionnelles. Cette différence ne se traduit pas seulement en économie budgétaire, mais aussi en continuité d'usage. Moins de travaux correctifs signifie moins de coupures, donc une circulation plus régulière des personnes et des biens. Pour les zones rurales, cette continuité est un facteur clé de stabilité économique. Un quatrième élément quantifiable concerne l'impact environnemental. Chaque kilomètre de route construit avec cette méthode permet de recycler près de 10 000 pneus. Avant le projet, ces pneus étaient majoritairement stockés dans des décharges ou brûlés, contribuant à la pollution. Leur réutilisation transforme un déchet problématique en ressource productive. Cette conversion réduit la pression sur l'environnement tout en répondant à un besoin infrastructurel concret. Enfin, l'indicateur social complète le tableau. Environ 70% des travailleurs mobilisés sur les chantiers sont issus des communautés locales. Cette proportion signifie que la majorité des revenus générés restent dans les zones concernées. Les habitants acquièrent des compétences techniques réutilisables sur d'autres projets. Ibrahim Traoré met en avant cet aspect pour souligner que la performance du modèle ne se mesure pas uniquement en chiffres financiers, mais aussi en capacité à renforcer l'économie locale. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent une trajectoire claire, une base de coûts plus basse, une durabilité supérieure et des bénéfices sociaux tangibles. Ils expliquent pourquoi le projet dépasse le stade de l'expérimentation et s'impose progressivement comme une option crédible pour l'infrastructure du Burkina Faso. Les critiques du projet avancent deux arguments principaux, présentés comme rationnels et prudents. Le premier concerne la durabilité à long terme. Selon les défenseurs des méthodes classiques, les routes construites en béton ou en asphalte bénéficient de décennies de recul et de normes éprouvées. À leurs yeux, les pneus recyclés peuvent résister à court terme, mais rien ne garantit leur comportement après plusieurs années d'usage intensif. Ils estiment que généraliser trop vite une solution non standard pourrait exposer le Burkina Faso à des coûts futurs imprévus. Le second argument porte sur la sécurité et l'échelle. Les entreprises de construction traditionnelles soutiennent que les infrastructures routières doivent répondre à des exigences strictes, notamment pour le transport lourd et le trafic croissant. Elles craignent que les routes en pneus recyclés soient adaptées à des zones rurales peu fréquentées, mais insuffisantes pour des axes stratégiques ou nationaux. Cette position s'appuie sur l'idée qu'une innovation locale ne peut pas remplacer un système entier sans tests prolongés et validation internationale. Face à ces critiques, les partisans du projet répondent par les données disponibles. Les routes pilotes ont traversé plusieurs saisons sans dégradation majeure, alors que des routes voisines construites selon les standards classiques ont nécessité des réparations rapides. Cet écart observé affaiblit l'argument d'une fragilité intrinsèque. De plus, la flexibilité du matériau, et c'est précisément ce qui lui permet d'absorber des contraintes climatiques que les structures rigides supportent mal.
Sur la question de l'échelle, la réponse est plus nuancée. Le projet ne prétend pas remplacer immédiatement l'ensemble du réseau routier. Il se positionne comme une solution prioritaire pour les zones rurales et secondaires, là où les besoins sont urgents et les budgets contraints. Ibrahim Traoré défend une logique progressive: tester, mesurer, ajuster, puis étendre. Cette approche limite les risques tout en capitalisant sur les avantages démontrés. Ainsi, le débat oppose moins innovation et prudence qu'il ne confronte deux visions du développement. L'une privilégie la continuité des standards établis, l'autre accepte une part de risque contrôlée pour répondre à des contraintes locales spécifiques. À ce moment-là, le centre de gravité bascule. Ce moment marque un changement discret mais décisif dans la trajectoire du projet. Jusqu'ici, les routes en pneus recyclés pouvaient être perçues comme une réponse locale à un problème local. À partir de ce point, elles deviennent un levier stratégique. Le débat ne porte plus seulement sur la faisabilité technique, mais sur la capacité de l'État à reprendre la main sur ses choix d'infrastructure. Ce basculement se produit lorsque les résultats cumulés cessent d'être isolés. Plusieurs tronçons, dans des contextes climatiques similaires, affichent une performance cohérente. Cette répétition réduit l'argument de l'exception et renforce celui du modèle. Les autorités commencent alors à raisonner en termes de système, non plus de projet pilote. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré change aussi de posture. Il ne défend plus une innovation contre des standards dominants, mais propose une hiérarchie des usages. Les routes en pneus recyclés deviennent la solution par défaut pour certaines catégories de territoires, tandis que les méthodes traditionnelles restent mobilisées ailleurs. Cette différenciation clarifie le débat et désamorce une partie des oppositions. Le point médian du récit révèle donc une réalité plus large. Ce qui semblait être une alternative devient un outil de planification. À partir de là, la question n'est plus de savoir si la méthode fonctionne, mais comment. Comment l'intégrer durablement dans une politique nationale cohérente. Les implications concrètes du projet de Ibrahim Traoré se manifestent dans 4 domaines distincts, affectant profondément différentes catégories de la société burkinabé. Pour les populations rurales, ces routes en pneus recyclés sont plus qu'une simple amélioration de l'infrastructure. Elles ouvrent un accès plus direct au marché, aux services de santé et aux écoles. Dans des zones où les routes traditionnelles étaient impraticables pendant la saison des pluies, la durabilité des routes en pneus permet une meilleure mobilité et une réduction de l'isolement. Cela contribue non seulement à améliorer la qualité de vie, mais aussi à stimuler les échanges économiques locaux. La réduction des délais et des coûts de transport est un facteur clé pour renforcer l'autonomie des communautés rurales. D'un point de vue économique, cette méthode permet de libérer des ressources considérables. Le coût de construction étant réduit de 40%, le pays peut désormais investir dans davantage de projets d'infrastructure avec les mêmes fonds. Cela a des répercussions directes sur les autres secteurs essentiels comme l'éducation, la santé et la sécurité, en permettant de rediriger les économies réalisées vers ces domaines. De plus, les milliers d'emplois créés par ce projet dans les communautés locales stimulent l'économie. Des travailleurs formés localement, principalement des jeunes, acquièrent des compétences techniques transférables à d'autres projets. Sur le plan environnemental, l'impact est significatif. Le recyclage de pneus usagés pour la construction de routes permet de réduire la pollution générée par leur accumulation dans les décharges ou leur incinération. Cette approche contribue à un modèle de développement plus durable, en transformant un déchet en ressource utile. Chaque kilomètre de route construit avec cette méthode recycle environ 10 000 pneus, offrant ainsi une alternative écologique aux matériaux traditionnels. Enfin, l'impact social est tout aussi crucial. La participation des communautés locales à la collecte et à la construction crée une cohésion sociale renforcée. La fierté collective engendrée par cette initiative améliore l'estime de soi des populations, en particulier dans les zones rurales. Les femmes, en particulier, bénéficient d'une plus grande autonomie économique grâce à un meilleur accès au marché,
réduisant ainsi les barrières économiques et sociales qui existent depuis longtemps. Ces résultats tangibles soulignent que le projet ne se limite pas à une simple solution d'infrastructure. Il transforme progressivement l'organisation sociale et économique du pays. Ce modèle pourrait bien être une référence pour d'autres pays confrontés à des défis similaires. L'horizon des 6 prochains mois pour le projet d'Ibrahim Traoré se dessine à travers 3 scénarios possibles, chacun avec des implications profondes pour l'avenir du Burkina Faso et potentiellement pour l'ensemble de l'Afrique. Le scénario optimiste envisage une expansion rapide du modèle à l'échelle nationale. Force du succès déjà démontré, les autorités burkinabées pourraient décider de généraliser les routes en pneus recyclés dans toutes les régions rurales du pays, surtout celles les plus isolées et les plus touchées par l'insuffisance des infrastructures. Cette transition se ferait en plusieurs phases, avec l'extension progressive du réseau. Grâce à une réduction des coûts de construction, le Burkina Faso pourrait multiplier les projets d'infrastructure sans alourdir ses dépenses publiques. À l'échelle nationale, ce modèle pourrait devenir un modèle phare pour d'autres pays africains confrontés à des défis similaires. Traoré serait alors reconnu comme un pionnier du développement durable en Afrique, et le Burkina Faso pourrait se transformer en un leader régional en matière d'innovation écologique et économique. Le scénario de base, plus réaliste, envisage une adoption plus lente et prudente, mais tout de même significative. Face à la résistance des grandes entreprises de construction et au scepticisme de certains experts internationaux, les autorités pourraient adopter une approche plus graduelle. Le gouvernement continuerait de déployer des tronçons supplémentaires dans les régions rurales, tout en affinant la méthode à travers des retours d'expérience. Ce scénario privilégie la prudence, avec une surveillance étroite de la durabilité à long terme des routes en pneus recyclés. Si ce modèle se révèle viable sur une plus grande échelle, il pourrait s'imposer progressivement, tout en maintenant les méthodes traditionnelles dans les zones les plus urbaines et stratégiques. Le scénario pessimiste prévoit des obstacles considérables ralentissant ou même freinant l'expansion du projet. L'opposition croissante des entreprises de construction internationale qui perçoivent la méthode de Traoré comme une menace à leur monopole pourrait se renforcer. Ces entreprises pourraient intensifier leurs efforts pour dissuader le gouvernement, en mettant en avant des arguments techniques et de sécurité sur la durabilité à long terme des routes. Si ces pressions étaient accompagnées de tensions politiques internes ou de difficultés logistiques, le projet pourrait stagner. Les financements internationaux, traditionnellement utilisés pour les infrastructures, pourraient aussi être réorientés vers des projets plus conventionnels. Cependant, même dans ce scénario, le succès des premières routes en pneus recyclés offrirait une base solide pour des initiatives futures à plus petite échelle. Quelle que soit la trajectoire choisie, il est clair que le projet de Traoré pourrait avoir des répercussions bien au-delà du Burkina Faso. Les éléments clés de ce modèle, réduction des coûts, durabilité environnementale et autonomie locale, sont des valeurs partagées par de nombreuses nations africaines confrontées à des défis similaires. Si ce modèle réussit à s'imposer, il pourrait devenir une référence pour d'autres pays cherchant à repenser leurs infrastructures de manière plus durable et économiquement viable. À ce stade, les effets du projet dépassent le cadre institutionnel et touchent directement différents profils de citoyens. Pour les habitants des zones rurales, l'impact est immédiat et tangible. Une route praticable toute l'année signifie moins de ruptures d'approvisionnement, des déplacements plus sûrs et un accès régulier aux services essentiels. Ce changement, souvent discret, modifie pourtant les décisions quotidiennes. Quand vendre sa production? Quand consulter un médecin? Quand envoyer un enfant à l'école? Pour les travailleurs locaux impliqués dans le projet, l'enjeu est différent. La participation au chantier crée une source de revenus stable, mais surtout des compétences nouvelles. Ces savoir-faire techniques, liés au recyclage et à la construction, peuvent être réutilisés sur d'autres projets. Cette montée en compétences renforce l'employabilité et réduit la dépendance à des acteurs extérieurs. Dans cette dynamique,
Ibrahim Traoré met en avant l'idée que le développement passe aussi par l'apprentissage collectif. Un troisième groupe est concerné de manière plus indirecte. Les entrepreneurs et acteurs économiques locaux. Des routes plus fiables réduisent les coûts logistiques et élargissent les marchés accessibles. Même à petite échelle, cette amélioration change la viabilité de certaines activités. Des échanges auparavant jugés trop risqués ou trop coûteux deviennent envisageables, ouvrant de nouvelles perspectives économiques. Enfin, pour l'observateur extérieur, ce projet invite à une réflexion plus large. Il pose la question de la valeur des solutions simples, adaptées au contexte, face à des modèles standardisés. Il suggère qu'une innovation pertinente n'est pas toujours la plus complexe, mais celle qui répond le mieux aux contraintes réelles. La mise à l'échelle du modèle repose sur une feuille de route pragmatique, structurée autour de responsabilités claires et de critères mesurables. La première étape concerne l'amont. Il s'agit d'organiser la collecte des pneus usagés à l'échelle régionale, en identifiant des points de regroupement proches des zones rurales prioritaires. Des acteurs municipaux coordonnent cette phase, tandis que des opérateurs locaux assurent le tri et la préparation. L'indicateur clé reste simple: volume collecté régulier et coût logistique contenu. La deuxième étape porte sur les compétences. Des programmes de formation courts sont déployés pour les ouvriers et techniciens locaux afin de standardiser les méthodes de construction. L'objectif n'est pas de créer une expertise centralisée, mais un savoir-faire diffus, reproductible. Le succès se mesure par la capacité des équipes à livrer des tronçons conformes sans supervision extérieure lourde. La troisième étape concerne le cadre institutionnel. Des directives techniques précisent où et quand la méthode est prioritaire, notamment pour les routes rurales secondaires exposées aux pluies. Cette clarification réduit l'incertitude et évite les arbitrages au cas par cas. Ibrahim Traoré insiste sur cette hiérarchisation pour prévenir les oppositions inutiles et concentrer les ressources là où l'impact est maximal. La quatrième étape traite du financement. Les économies réalisées par kilomètre servent de levier pour ouvrir de nouveaux chantiers sans accroître l'endettement. Les budgets sont alloués par tranche avec des évaluations périodiques après chaque saison des pluies. Les indicateurs suivis portent sur l'état de la chaussée, les coûts d'entretien et la continuité d'usage. Enfin, la cinquième étape vise le partage d'expériences. Les résultats sont documentés et diffusés auprès d'autres régions et partenaires intéressés. Cette transparence transforme le projet en référence opérationnelle plutôt qu'en discours. À ce stade, la question centrale n'est plus l'audace de l'idée, mais la discipline de son exécution. Le projet d'Ibrahim Traoré a suscité une attention croissante, dépassant les frontières du Burkina Faso et attirant les regards internationaux. Cependant, cette visibilité s'accompagne de défis à plusieurs niveaux. En interne, la consolidation de l'autonomie nationale en matière d'infrastructure est devenue un enjeu majeur. Le modèle de construction des routes en pneus recyclés s'inscrit dans une logique d'indépendance face aux solutions importées, mais cette autonomie nécessite de surmonter une résistance institutionnelle et économique. Pour les autorités burkinabées, la transition vers un modèle d'infrastructure plus localisé n'est pas sans risque. Le modèle de Traoré, bien qu'efficace à court terme, pose des questions sur sa capacité à s'adapter aux évolutions futures. Les investissements publics, longtemps orientés vers les grands chantiers internationaux, devront être réorientés vers des solutions plus locales et durables. Cela implique un changement profond dans les stratégies de financement et de gestion des ressources. Du côté des acteurs internationaux, le défi est différent. Les grandes entreprises de construction, qui dominent encore largement les marchés d'infrastructures, voient dans cette initiative une menace à leur monopole. La résistance à ce modèle local risque de se traduire par des pressions économiques et politiques, destinées à maintenir les standards traditionnels. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré et ses partisans devront naviguer avec prudence, équilibrant innovation et relations diplomatiques. Cependant,
Au-delà de ces obstacles, l'impact réel du projet se mesure à sa capacité à inspirer d'autres pays africains. Si le modèle de pneus recyclés s'impose au Burkina Faso, il pourrait devenir un catalyseur pour un changement plus large, défiant les paradigmes de développement imposés par les grandes puissances économiques. Ce projet incarne la possibilité de réinventer l'approche des infrastructures en Afrique, en mettant l'accent sur des solutions créatives et adaptées aux réalités locales. La route vers l'autosuffisance reste semée d'embûches, mais l'engouement croissant autour de ce projet témoigne de la volonté de changer la donne. Pour les Burkinabés, il ne s'agit plus simplement de construire des routes, mais de redéfinir leur avenir. Et maintenant, continuons avec la suite, toujours dans une lecture audio fluide.